Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Restez avec nous jusqu'à son terme. Tout de suite, direction Touamassina pour commencer. Le marché de Bazarkel à Touamassina a de nouveau été ravagé par un incendie dans la nuit d'hier aux alentours de 22h30. Selon les premières constatations des autorités, près de 90% du marché ont été détruits par les flammes. Un homme a également perdu la vie dans cet incendie. Natera Koutouma sur les images de Louvain-Antenain et de Viva Touamassina. D'importantes flammes, des sapeurs-pompiers mobilisés pour maîtriser l'incendie, tel était le triste spectacle hier soir au marché de Bazarkel et Touamassina. Ce marché, qui fait vivre des dizaines de milliers de familles, a été presque entièrement détruit par le feu qui aurait débuté vers 22h30. Les commerces installés au sein du marché ont été entièrement calcinés. La plupart étaient construites en bois, tandis que d'autres étaient faites de tôle et de structures métalliques. Les dégâts sont considérables, plongeant les commerçants et leurs familles dans une situation de grande précarité. Les sapeurs-pompiers renforcés par les équipes du port ainsi que celles d'un Badvi ont uni leurs forces pour combattre les flammes. Toutefois, la violence du vent, la présence de nombreux produits en plastique, de substances chimiques et de grandes quantités de bois ont fortement compliqué les opérations de lutte contre l'incendie. Les opérations d'extinction ont duré près de 6 heures. L'incendie, qui s'est déclaré vers 22h30, n'a été maîtrisé que vers 4h du matin, selon les informations recueillies. Un homme a également trouvé la mort dans le sinistre. Son corps a été entièrement calciné et son identité n'a pas encore pu être établie. Et environ 3500 commerces ont été détruits dans cet incendie, selon le bilan provisoire communiqué ce matin par la commune urbaine de Touamassina. La municipalité souligne que sa priorité est de mettre rapidement en place des mesures d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Toujours un reportage de Natera Koutouma et de Louvain-Antenain. Quelques heures après le sinistre, les commerçants de Bazarkel ont pu récupérer les rares biens épargnés par les flammes et tenter de sauver ce qui reste de leurs marchandises. Pour ces marchands, cette tragédie est vécue comme un deuxième coup dur. À peine s'est-il relevé des conséquences du passage du cyclone Gézani qui sont de nouveau frappés par cet incendie. Pour Malal, les pertes sont estimées à près de 7 millions d'ariars. De son côté, Razaf Mamouns évalue ses pertes à environ 100 millions d'ariars, un montant qui comprend également les marchandises acquises à crédit. Les commerçants lancent un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles les aident au moins à reconstruire les infrastructures de commerce. Le maire de Touamassina, pour sa part, indique que la priorité de la commune est d'apporter des solutions d'urgence aux victimes. Il précise également qu'une enquête est déjà ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. Les incendies ne sont pas rares au marché de Bazarkel de Touamassina. Toutefois, celui-ci est d'une ampleur exceptionnelle. Environ 3500 commerces, soit près de 90% du marché, ont été détruits par les flammes. Pour rappel, le dernier incendie survenu au marché de Bazarkel Touamassina remonte au mois d'avril 2025. Fait divers toujours, une attaque à main armée a eu lieu à Mboutchi-Manzak le 25 juillet dernier. Une somme de 50 millions d'ariars ainsi que plusieurs bijoux ont été dérobés par les malfaiteurs lors de cette opération. L'un des présumés bandits a été arrêté par les forces de l'ordre. Après les interrogatoires menés par les enquêteurs, il a indiqué l'endroit où était cachée une grande partie de l'argent volé. Les policiers ont découvert la somme enterrée sous terre, précisément à Nalavouri Funds. Au total, 40 millions d'ariars provenant du butin ont été retrouvés. Et un couple spécialisé dans l'escroquerie aux prêts bancaires a été arrêté par les forces de l'ordre à Muramang le week-end dernier. Les deux suspects auraient déjà obtenu plusieurs centaines de millions d'ariars grâce à leurs manœuvres frauduleuses. 5 autres personnes ont également été interpellées pour leur implication présumée dans ce réseau d'escroquerie. Reportage. Plusieurs fausses cartes d'identité nationale, de faux livrets de famille, ainsi que de faux certificats de travail ont été découverts en possession de ce couple à Muramang. Ces documents leur permettaient de solliciter des prêts auprès des banques et des institutions de microfinance locales.
Les deux escrocs savaient convaincre et tromper les établissements prêteurs, puis prenaient la fuite une fois les fonds obtenus. Le préjudice causé par ce couple dépasse déjà les 100 millions d'ariars. Ils ont été arrêtés alors qu'ils attendaient le déblocage d'un prêt de 11 millions d'ariars auprès d'une banque. 5 personnes ont été arrêtées en même temps que le couple. Les investigations se poursuivent afin de retrouver le véritable cerveau de ce réseau criminel. Les enquêteurs ont également mentionné l'existence de complices qui leur fournissaient les faux documents et le matériel utilisé pour convaincre les établissements bancaires. En économie, après plusieurs mois de stabilité relative, l'ariar reste sous surveillance. Face au dollar, la monnaie malgache évolue au rythme des exportations, des importations et des tensions sur le marché mondial des devises. Une fluctuation qui a des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des ménages. Reportage. Début 2026, l'ariar reprend des couleurs. De 4550 ariars pour $1 en janvier, il grimpe jusqu'à 4130 ariars en mars. En cause, moins d'importations, donc moins de sorties de devises, et des rapatriements de fonds liés aux exportations, vanille et litchi en tête. Conséquences concrètes pour les Malagasy, des importations moins chères, carburant et riz notamment, qui contribuent à faire reculer l'inflation à 7,2% en un an. La Banque centrale s'appuie alors sur des réserves solides, 3,6 milliards de dollars, près de 7 mois d'importation, de quoi rassurer les marchés sans intervenir directement. Mais actuellement, le vent tourne. Porté par le rebond du dollar mondial, le taux repart à la hausse, jusqu'à 4311 ariars pour $1. Une évolution qui inquiète, car elle renchérit à nouveau les produits importés. À Madagascar, la valeur de l'ariar reste donc suspendue à un double équilibre. La santé du dollar et surtout la capacité du pays à faire entrer des devises. En sport, Madagascar est champion du monde de pétanque catégorie junior doublette mixte. Les représentants malagasy ont livré une prestation de haut niveau lors de la finale face à l'Espagne, pays hôte de la compétition. Madagascar s'est imposé avec un écart de 7 points. La Grande Île a également décroché 2 médailles de bronze dans les catégories triplette et tir de précision. Reportage. 1h30 après le début de la partie, Madagascar menait face à l'Espagne lors de cette finale. Les boules parfaitement placées de Noumen Ramamounsou et les tirs puissants d'Arissan Ndjiambelnoun ont définitivement anéanti les espoirs espagnols et permis à Madagascar d'inscrire son nom au palmarès des champions du monde de pétanque, catégorie doublette mixte junior. Madagascar conserve ainsi la médaille d'or et le titre mondial à Santa Susana en Espagne. Avant d'atteindre la finale, l'équipe nationale malagasy avait éliminé la Thaïlande en demi-finale sur le score de 13-8. Elle avait également battu le Danemark en quart de finale et Monaco en huitième de finale. En plus de cette médaille d'or, Madagascar a remporté 2 médailles de bronze. La première en triplette mixte avec Clarito Arisson Ndjiambelnoun, Noumen Ramamounsou et Elliot Raberantu, battus par la France sur le score de 13-11 en demi-finale. La deuxième médaille de bronze a été obtenue dans l'épreuve de tir de précision. Et 3 ligues ont pris part au championnat de Madagascar d'escrime. Le nombre de pratiquants malagasy est en hausse et selon la fédération, les efforts sont déployés afin de promouvoir davantage cette discipline à travers toute l'île. La compétition s'est tenue au gymnase de l'ANS Impeflou. Narsan Razakassan et Michel Ragoutsan pour plus de détails. La fédération s'est déclarée pleinement satisfaite du niveau technique affiché par les escrimeurs lors du championnat de Madagascar organisé dimanche dernier au gymnase de l'ANS Impeflou. La compétition a réuni plus de 30 participants. L'objectif actuel de la fédération est d'augmenter le nombre de pratiquants selon les explications. L'ensemble des équipements utilisés durant cette compétition répondait aux normes internationales. 3 ligues étaient représentées. Outre Nalamang, les ligues d'Itas et de Vaknakarach ont également engagé des escrimeurs. Enchaînant par les actualités internationales, le président brésilien Lula a été investi par son parti et se lance dans la course à un 4e mandat. France 24.
du Brésil. Il a été investi lors d'une convention de son parti, le Parti des Travailleurs. En octobre prochain, il devrait donc affronter le fils de l'ancien président du pays, Jair Bolsonaro. La correspondance à Rio de Gustavo Ribeiro. En téléprompteur, Lula a déroulé un discours au ton inhabituel. Il a demandé pardon pour ses erreurs, défendu les femmes victimes de violences et promis un programme pour les personnes âgées, un électorat en forte croissance au Brésil, où il dévance déjà son principal rival, le sénateur d'extrême droite Flávio Bolsonaro. Un ton d'apaisement calculé. Pas d'attaque frontale contre Donald Trump, à peine une pique contre le fils de Jair Bolsonaro, parce que son objectif, c'est de séduire les indécis du centre alors que les sondages annoncent un second tour très serré. Reste une question chez la gauche que cette convention n'a pas réglée, la succession et l'après-Lula. Lula a de nouveau désigné Fernando Haddad comme son héritier, mais l'ancien ministre de l'Éducation et maire de São Paulo, la plus grande ville au Brésil, qui a également occupé plus récemment le ministère des Finances, a perdu toutes les élections auxquelles il a participé au cours des 10 dernières années. En 2026, il est candidat au poste de gouverneur de l'État fédéré de São Paulo, où tous les sondages annoncent une victoire facile du sortant de droite, Tarcísio de Freitas. Il ne reste plus qu'un tas de ferraille d'une voiture dans le centre de Gaza, visé par une attaque dimanche. De nouvelles frappes israéliennes à travers la bande de Gaza ont fait une dizaine de morts selon la défense civile, quelques jours après l'annonce d'un accord sur le désarmement du mouvement islamiste Hamas et le retrait israélien du territoire palestinien. France 24. Il ne reste plus qu'un tas de ferraille de cette voiture. Dimanche, le véhicule a été visé par une frappe israélienne alors qu'il circulait à Deir el-Bala dans le centre de la bande de Gaza. Les 2 frères à son bord ont été tués sur le coup. La voiture roulait paisiblement. Nous étions dans l'école en tant que déplacés et la voiture a été frappée. Ce qui se passe à Gaza est une injustice. Depuis samedi, le territoire palestinien connaît une vague de bombardements meurtriers. L'armée israélienne indique viser des membres du Hamas et des entrepôts de stockage d'armes. En plus de Deir el-Bala, la défense civile déplore des victimes à Jabalia, Khan Younes et dans la ville de Gaza. Dans cet immeuble résidentiel de la capitale de l'enclave, un homme a été tué en compagnie de sa femme enceinte et de son fils de 7 ans. Trump dit qu'il y a un cessez-le-feu, mais nous n'avons pas eu et nous n'avons pas de cessez-le-feu. Tous les jours, nous pleurons des martyrs, nous subissons des frappes. Au total, plus de 1200 Palestiniens ont été tués depuis l'instauration en octobre d'un bien mal nommé cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Jeudi, Donald Trump a annoncé un accord entre Israël et le Hamas, prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait de l'État hébreu du territoire. Des perspectives qui semblent encore incertaines. Selon un ministre du cabinet de guerre israélien, aucun plan ne prévoit la fin des bombardements sur Gaza. Un porte-parole de Benjamin Netanyahou fait part de préoccupations sécuritaires sérieuses à propos de la démilitarisation du Hamas. Gianni Infantino fait face à une contestation grandissante au sein de la FIFA après l'affront de l'UEFA et du CONCACAF contre son projet d'ouverture du capital lié au mondial. La pression s'est accentuée sur le président de l'instance, accusé par ces organisations de mauvaise gouvernance et de manque de transparence. France 24. Les détracteurs de Gianni Infantino se font de plus en plus nombreux. Un des derniers en date, le Premier ministre britannique Andy Burnham. Je pense que Gianni Infantino n'est pas la bonne personne pour faire avancer le football sur la scène internationale. Le projet qui a été présenté a choqué de nombreuses personnes, notamment dans le milieu du football, à travers le monde. Même si la FIFA a décidé d'abandonner son projet d'ouverture de la Coupe du Monde à des investissements privés, elle a perdu la confiance de l'UEFA selon les mots employés par l'instance européenne. L'UEFA serait même prête à faire tomber Gianni Infantino. Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, elle envisagerait des actions en justice et chercherait même à provoquer un vote de défiance au sein de la FIFA. Un scénario probable, car pour déclencher ce vote, 43 pays sur les 211 fédérations qui composent la FIFA doivent en faire la demande. Or, l'UEFA comporte à elle seule 55 membres qui ont menacé à l'unanimité de boycotter la Coupe du Monde avant l'abandon du projet d'Infantino.
Mais si la procédure venait à être déclenchée, aucune certitude cependant pour qu'une majorité en faveur du départ de Gianni Infantino se dessine. L'UEFA pourrait toutefois compter sur le soutien de la CONCACAF, qui regroupe les fédérations d'Amérique du Nord. Dans un communiqué, l'instance critique elle aussi sévèrement la FIFA. Une remise à plat complète de cette présidence est impérative. Le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, est justement vu comme un prétendant crédible à la succession de Gianni Infantino. Pour l'instant, Infantino est le seul candidat déclaré à sa succession pour l'élection du président de la FIFA, prévue en mars 2027. Cette édition touche déjà à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.